Histoire, cette émission est la vôtre. Et c'est l'émission d'abord de Philippe Conrad. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Catherine. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, je vous parlerai dans un premier temps de Louis-Antoine de Bougainville, le célèbre navigateur, parce que nous allons célébrer l'an prochain le 250e anniversaire d'un départ pour le premier tour du monde français. Ensuite, Catherine nous parlera d'un épisode oublié de la Première Guerre mondiale. C'est celui d'un soldat amnésique dont le sort va émouvoir la France pendant l'entre-deux-guerres. Et puis ensuite, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pierre Arignon, que nos téléspectateurs connaissent bien puisqu'il est déjà venu à notre émission, historien, spécialiste de Byzance, spécialiste de la Russie médiévale. Et avec lui aujourd'hui, nous allons parler de Byzance et de la civilisation byzantine qui correspond à un pan bien particulier de notre identité européenne, un peu trop souvent oubliée. Alors, tout d'abord donc, Bougainville. Louis-Antoine de Bougainville, premier Français à avoir accompli le tour du monde. Il y a eu 13 personnages avant lui, de Magellan à Francis Drake, de Roggeveen, le découvreur de l'île de Pâques, aux Anglais Byron et Wallis, par exemple. C'est un homme des Lumières. Son aventure se situe dans les années qui suivent la fin de la guerre de 7 ans, quand les deux grandes puissances européennes et puissances maritimes que sont la France et l'Angleterre vont profiter de la paix revenue pour se lancer dans des voyages de découverte qui sont, et c'est une nouveauté, des voyages scientifiques, des expéditions voulues par le pouvoir politique et qui emmènent des savants, des botanistes, des astronomes qui vont permettre d'accéder à une meilleure connaissance du monde. Au départ, Bougainville, né en 1730, rien ne le destinait à devenir un marin, un homme de la mer. C'est le fils d'un notaire au Châtelet. Il a d'abord été avocat au Parlement de Paris. Son frère fait partie de l'Académie des Belles Lettres. Son oncle est un proche de Madame de Pompadour. Donc il appartient tout à fait à ces milieux parisiens, issus de la noblesse et de la magistrature à la fois. Et il va tout naturellement commencer une carrière militaire. Il va servir à la maison du roi dans les mousquetaires, mais très vite il va se retrouver secrétaire d'ambassade à Londres où il va connaître le lord de l'amirauté, George Hanson, qui a été un grand voyageur dans les mers du Sud quelques années auparavant. Mais à cette époque, ce qui retient surtout l'attention de Bougainville, ce sont les mathématiques. C'est un élève de d'Alembert et il a entrepris d'écrire un traité de calcul intégral. Bon, ce qui lui vaut même d'être admis pendant son séjour à Londres au début de 1756 à la Royal Society, ce qui est évidemment un privilège à l'époque. Mais ce séjour londonien va être évidemment remis en cause puisque 1756 c'est le début de la guerre de 7 ans qui va durer donc jusqu'en 1763 et Bougainville va être appelé pour cette raison au service. On va l'envoyer au Canada et c'est l'occasion pour lui de découvrir la mer. Il a à l'époque 26 ans. Il va sur la Licorne commandée par Froger de la Rigaudière traverser l'Atlantique. C'est un esprit extrêmement curieux, c'est tout à fait un homme des Lumières et donc il va s'initier très vite à tout l'art nautique. Il va progressivement devenir ainsi, sur le tas si l'on peut dire, un marin confirmé. Il va arriver au Canada où Montcalm s'oppose avec les moyens limités que l'on sait à la puissance anglaise. Il va combattre aux côtés de Montcalm. Il va être blessé lors des combats du fort Carillon en 1758, ce qui va lui valoir de rentrer en France en novembre de la même année, de rentrer à Morlaix en Bretagne. Il va repartir au Canada l'année suivante avec le grade de colonel. Et là, il va faire le voyage sur un navire La Chésine qui est commandé par un certain Nicolas Duclos-Guyot, excellent marin avec lequel il va se lier d'amitié et qui va en quelque sorte compléter sa propre formation de marin. Il rejoint, je l'ai dit, le Canada, la Nouvelle-France, et
ça se termine mal, cette aventure, nous le savons. Hein, les Français ne veulent pas verser suffisamment de sang pour les neiges du Canada, méprisées par Voltaire. Montcalm est tué devant Québec. Bougainville est fait prisonnier. L'épisode se termine, mais le roi d'Angleterre autorise le prisonnier à rentrer en métropole, avec simplement l'engagement qu'il ne combattra pas outre-mer les Anglais pendant la durée de la guerre, mais en lui laissant la liberté d'être engagé, en l'occurrence contre la Prusse, au cours de cette guerre de 7 ans. Déjà, il a d'autres idées dans la perspective de la fin du conflit. Il a été profondément impressionné par ses traversées de l'Atlantique. Il se découvre un intérêt majeur pour la navigation, pour les voyages maritimes, et il souhaite aller créer de nouveaux établissements français outre-mer, hein, car le traité de Paris de 1763 nous en a enlevé quelques-uns, et il souhaite même réaliser un voyage de circumnavigation autour du monde, d'autant qu'il a lu l'ouvrage du président de Brosse, publié en 1756, consacré à l'histoire des navigations dans les mers australes. Hein, c'est l'époque où l'on imagine qu'un vaste continent austral se trouve dans les étendues méridionales du globe. Hein. L'Écossais William Dalrymple avait imaginé une théorie selon laquelle, pour des raisons d'équilibre, il fallait qu'il y eût dans l'hémisphère austral, dans l'hémisphère sud, autant de terre que dans l'hémisphère nord. Alors évidemment, ça vous donnait évidemment beaucoup de choses à découvrir. Alors on découvrira bien sûr l'Australie, mais ça ne correspondait pas du tout aux théories en question. En tout cas, la quête du continent austral, c'est quelque chose qui agite beaucoup les esprits à l'époque, et en ce moment où justement la guerre de 7 ans est sur le point de se terminer, eh bien on va pouvoir consacrer des énergies à cette quête, à cette exploration. Dans cette perspective, Bougainville va d'abord s'intéresser plus modestement à la question des îles Falkland, que les Français appellent les îles Malouines, qui sont théoriquement des possessions espagnoles. Hein, elles sont situées à quelques centaines de kilomètres des côtes argentines actuellement. On sait qu'elles furent l'objet d'un conflit en 1982 entre l'Angleterre et l'Argentine. Et ces îles Falkland, que les Espagnols n'occupent pas, ils prétendent y exercer la souveraineté, mais elles sont vides, eh bien Bougainville les verrait bien comme une sorte d'avant-poste à proximité du canal de Magellan, à proximité du passage entre l'Atlantique et le Pacifique. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul du tout à imaginer un tel scénario. Lord Hanson, toujours lui, le lord de l'amirauté en Angleterre, déjà depuis longtemps, dès 1748, y songe. Il va donc y avoir une compétition entre Français et Anglais autour de cet archipel, les Français souhaitant soit s'y installer au nom de l'Espagne, puisque dans le cadre du pacte de famille qui lie les familles de Bourbon à Versailles et à Madrid, et bien évidemment, il peut y avoir là des intérêts communs. Tout cela va s'opérer donc dans un contexte, celui de la fin de la guerre de 7 ans, qui fait place à des voyages scientifiques, à des voyages de découverte qui vont se multiplier au cours des années 1760-1770. Ces îles Malouines, elles ont été découvertes par un Anglais, Crowley, en 1668, mais simplement découvertes, baptisées îles Falkland. Ensuite, un autre Anglais, William Dampier, y passera en 1708, mais donc elles sont vides. Bougainville y fait une première reconnaissance en 1763 pour constater donc ce vide, et il projette de peupler cet archipel, ça tombe bien, avec les Acadiens que les Anglais viennent d'expulser du Canada. Hein, c'est le fameux grand dérangement, ces Acadiens qui vont se retrouver transférés en Louisiane. Donc il y a un véritable projet de colonisation là qui se met en place. Et en 1764, avec 2 navires, l'Aigle et le Sphinx, eh bien Bougainville se rend aux îles Malouines à bord de 2 navires qui ont été justement construits à Saint-Malo. On installe une colonie
Port Saint-Louis. Bougainville laisse les colons, revient en France, repart l'année suivante en janvier 1765 au Malouines. À ce moment-là, il y a l'expédition anglaise de Byron qui passe à proximité, 3 navires anglais, mais pour se diriger vers le détroit de Magellan, mais qui ne soupçonnent pas la présence des Français sur place. Dès que celle-ci est connue, l'amirauté anglaise envoie une expédition pour aller installer une autre colonie. Les deux colonies vont coexister au cours des années suivantes. Elles sont à distance suffisante. Pendant ce temps-là, Bougainville, reparti au Malouines, va pousser plus loin ses investigations. Il va gagner les abords du détroit de Magellan, reconnaître les côtes de Patagonie. Il va revenir ensuite à Saint-Malo. Et puis là, en 1765, eh bien, c'est un peu la grosse déception. Il apprend des bureaux de Versailles qu'il n'est pas question d'installer une colonie française au Malouines parce que les Espagnols ne sont pas contents malgré le pacte de famille. Ils veulent affirmer leur souveraineté exclusive sur cet archipel. Et puis on ne veut pas d'histoire avec l'Angleterre. On vient tout juste de sortir de la guerre de 7 ans qui a été une guerre malheureuse. Choiseul est en train de reconstituer la flotte française, mais il faudra une quinzaine d'années pour que vienne le moment des revanches nécessaires contre l'ennemi anglais. Donc le projet de colonisation des Malouines est abandonné et c'est Bougainville qui va même être chargé d'aller négocier à Madrid le règlement de cette affaire, règlement qui va se traduire par la restitution à l'Espagne donc de l'archipel, les prétentions anglaises se trouvant de fait à partir de ce moment écartées. Bon. Alors, le Bougainville a de quoi être déçu. On cherche à le consoler dans une certaine mesure, à lui donner un lot de consolation. On lui propose d'être gouverneur de la Guyane, gouverneur des Mascareignes, c'est-à-dire l'île de France et l'île Bourbon, dans l'océan Indien, appelé à devenir l'île Maurice et l'île de la Réunion ultérieurement. Mais ces titres ne l'intéressent pas, ces fonctions-là ne l'intéressent pas. Il s'est mis en tête de réaliser le grand voyage interocéanique auquel il a pensé, un voyage de circumnavigation, de faire le tour du globe pour aller éventuellement rechercher dans les mers du Sud le fameux continent austral. Et finalement, il réussit à convaincre ses interlocuteurs à Versailles. On va lui donner 2 navires, la Boudeuse et l'Étoile, avec lesquels il va pouvoir donc commander une expédition avec désormais non plus le grade de colonel mais le grade de capitaine de vaisseau. Il est intégré à la marine, ce qui ne fait pas forcément plaisir à tous les officiers de marine à l'époque. Il sera toujours jugé d'une manière un peu négative à cause de cette affaire-là. Il se tient au courant de ce qui se passe en Angleterre où il a conservé des liens. Il sait que le voyage de Byron n'a pas donné grand-chose parce que Byron certes est entré dans le Pacifique après être sorti du détroit de Magellan, mais il a suivi en gros le parcours qui avait été celui du navigateur portugais au service de l'Espagne, c'est-à-dire qu'il n'a rien trouvé du tout. Il n'est pas tombé sur l'Australie, quoi que ce soit. Il a rallié ensuite les Indes néerlandaises, ensuite le Cap de Bonne-Espérance, puis il est revenu en Angleterre avec un bilan assez mitigé. Mais il y a une autre expédition anglaise avec deux capitaines tout à fait valeureux, Wallis et Carteret, qui a quitté l'Angleterre également, à bord de 2 navires, le Dauphin et le Swallow, et qui sont censés eux aussi aller faire des découvertes dans le Pacifique. Donc il ne faut pas traîner pour se mettre en quelque sorte dans la course. Le roi de France va signer les instructions qui sont données aux navigateurs en octobre 1766 et l'Étoile qui est une flûte, la Boudeuse qui est une frégate vont pouvoir prendre la mer avec des équipages assez importants, plus de 200 hommes sur la Boudeuse, une centaine sur l'Étoile et avec surtout une équipe de savants parmi lesquels un botaniste, Commerson, parmi lesquels un astronome, Véron, spécialiste du calcul des longitudes. C'était un des grands enjeux de la géographie de l'époque, de réussir à fixer exactement les longitudes. Ça sera l'objet d'une rivalité, n'est-ce pas, notamment entre la France et l'Angleterre, à coup d'innovation technique pour réaliser les chronomètres les plus performants. Toujours est-il qu'en novembre 1766, eh bien, la Boudeuse quitte Paimboeuf, l'Étoile, elle doit quitter La Rochelle, les 2 navires doivent se rejoindre en Amérique du Sud.
Et ça commence mal puisqu'il y a une tempête qui fait qu'il faut revenir sur Brest pour réparer la boudeuse, mais on finit par partir. La boudeuse arrive à Montevideo, on organise la restitution de souveraineté à l'Espagne sur les Malouines. On va à Rio, au Brésil, attendre l'Étoile qui se fait attendre justement, comme les Portugais ne sont pas très accueillants, on repart pour le Rio de la Plata où finalement l'Étoile va rallier la boudeuse. Et puis on part, et en décembre, on s'engage dans le détroit de Magellan. Nous sommes en décembre 1767 déjà, on a perdu beaucoup de temps. Alors le détroit de Magellan, on connaissait déjà les Patagons, on va étudier leurs mœurs, on va observer cette humanité qui apparaît un peu étrange à ces hommes, à ces Européens du XVIIIe siècle. On va affronter des conditions climatiques extrêmement difficiles avec du vent, du brouillard, et finalement, le 31 décembre, après 3 semaines dans le canal de Magellan, dans le détroit de Magellan, on va arriver dans le Pacifique, on va arriver à la mer libre. Hein. À cette époque-là, il faut bien préciser qu'au moment où Bougainville arrive dans le Pacifique, Wallis est en train de passer le cap de Bonne-Espérance, donc oui, il avait une avance quand même assez considérable sur le français. Là-dessus, les navires français partent en direction du nord-ouest, hein. Ils vont rencontrer pendant longtemps le grand vide océanique, hein, et ce n'est qu'au début du mois de mars 1768 qu'ils vont arriver aux îles Tuamotu. Difficile d'accès à cause des récifs. Le moment très important, un mois plus tard, le 4 avril 68, c'est l'arrivée à Tahiti. C'est l'arrivée à Tahiti, où Wallis est passé 9 mois plus tôt. Hein. Il a découvert l'île avant les Français, et là à Tahiti, c'est l'accueil extraordinaire que font les indigènes, qui se montrent extrêmement accueillants dans tous les sens du terme, n'est-ce pas, notamment les femmes indigènes, ce qui va amener Bougainville à baptiser cette terre magnifique, ce paradis, la Nouvelle Cythère. Hein, la Nouvelle Cythère, c'est le nom donc qui est donné à Tahiti. C'est l'occasion d'ailleurs d'un petit événement, mais qui est significatif. Le botaniste Commerson avait emmené avec lui un valet qui était en fait une femme, qui s'était déguisée avec des habits d'homme, ce que personne n'avait remarqué jusque-là, mais les Tahitiens, eux, le remarquent et se précipitent sur l'intéressé en criant « Vaïné, Vaïné ». Et là, on découvre en quelque sorte le poteau rose, en tout cas, Jeanne Barré, puis c'est son nom, eh bien, elle sera la première femme française à faire ainsi le tour du monde. Hein. On devait rester à Tahiti 18 jours, mais les tensions apparaissent, les indigènes sont voleurs, on va partir au bout de 9 jours, mais on emmène le frère du roi, Aoutourou, hein, ça va faire un bon sauvage que l'on va ramener à la cour de France. Après Tahiti, on passe par l'archipel des Samoa, baptisé île des navigateurs, on passe à Futuna, puis aux Nouvelles Hébrides, baptisées Grandes Cyclades, mais là, le scorbut frappe les équipages, les indigènes sont hostiles, c'est très difficile de mouiller et puis de faire de l'eau, de pouvoir permettre aux équipages de se reposer. On n'a pas tout perdu, puisque entre l'île d'Espiritu Santo et l'île de Malicolo, qui font partie des Nouvelles Hébrides, l'actuel Vanuatu, on va baptiser un détroit du nom de Bougainville. Alors on considère ces Nouvelles Hébrides ou Nouvelles Cyclades, comme on voudra, comme une avancée du continent austral, mais le continent austral lui-même, eh bien, on ne l'a pas découvert, ou dans une certaine mesure, on en approche, puisqu'au début du mois de juin, on découvre les récifs de la grande barrière de corail. Les conditions sont difficiles, hein. Les équipages ont faim, on mange des rats, mais ce qui est une manière de lutter contre le scorbut, indirectement. Et puis ensuite, on découvre l'archipel de la Louisiade, au nord-est de la Nouvelle-Guinée, puis ensuite le nord des îles Salomon, et là, même chose, on baptise une île Choiseul et l'autre Bougainville. Ensuite, c'est la Nouvelle-Irlande, là on peut récupérer, mouiller quelque temps, malgré des indigènes hostiles, mais ils sont dispersés par quelques feux de mousqueterie. Et puis ensuite, on arrive dans les Indes néerlandaises, à Batavia, au mois de septembre, puis ensuite au mois de novembre à l'île de France, hein, l'île Maurice, hein, actuelle, et puis ensuite on se dirige vers le Cap, où l'on arrive en janvier 1769. Hein. On remonte dans l'Atlantique par l'île de l'Ascension, hein, parcours tout à fait classique. On rattrape le Swallow de Carteret, qui s'était traîné dans les calmes équatoriaux pendant très longtemps au large de Madère, et on arrive finalement à Saint-Malo,
Saint-Malo à la mi-mars 1769. Alors quel est le bilan de l'expédition? On n'a pas trouvé de terre à coloniser susceptible de remplacer celle perdue en 1763. On n'a pas trouvé de route commerciale originale vers la Chine, évidemment. On n'a pas trouvé d'îles à épices intéressantes. Wallis a découvert Tahiti avant Bougainville. Quant au continent austral, eh bien, il n'y a rien de nouveau dans le paysage. Il faudra attendre les voyages de Cook pour que les choses se précisent. Mais Bougainville a quand même découvert la grande barrière de corail. Il a pressenti l'existence, il est passé à proximité de la Nouvelle-Calédonie. Et Cook le savait quand il est allé découvrir cet archipel quelques années plus tard. Hein. Et puis il a ramené un Tahitien. À Paris. Alors cela dit, Bougainville est mal vu dans la marine royale. J'ai dit pour quelle raison. Il est présenté comme un intrus quelque peu. Plus tard, en homme des Lumières, il marquera des sympathies pour la Révolution. Ça contribuera à l'isoler quelque peu. Il mourra en 1811, un peu oublié. Mais Commerson avait quand même baptisé l'une des fleurs qu'il avait découvertes, la bougainvillée, ce qui a donné une immortalité incontestable à notre voyageur. Et c'est une jolie fleur. Merci Philippe. À tout de suite. Nous sommes à la gare de Lyon, la gare de Lyon-Breteau, le 1er février 1918. Il fait très froid, il fait encore nuit, et les employés du chemin de fer trouvent un homme habillé d'une capote militaire. Et cet homme est dans un état pitoyable. Il est blotti contre un mur, il tremble, il est fiévreux, il a les yeux vides, et il murmure des mots indistincts. Alors on s'occupe de lui, on ne sait pas trop quoi en faire, et il semble qu'il descende d'un convoi chemin de fer qui venait de Constance en Allemagne et qui ramenait des prisonniers, mais des prisonniers d'un hôpital psychiatrique. Et cet homme-là serait un surnuméraire sans fiche qui se serait évadé de ce convoi qui ramenait finalement, donc dit le 1er février 1918, ces malheureux vers une France qui ne savait pas trop quoi en faire, parce que qu'est-ce qu'on fait de gens très, très choqués, très shell-shock comme disent les Américains, mais à l'époque en France on parle plutôt d'obusite, c'est-à-dire une sorte de sidération intellectuelle venue de trop de stress, de trop de malheur pendant les combats. Alors cet homme, on va le mettre dans un hôpital psychiatrique, d'abord à Lyon, et il tombe sur un médecin qui est intelligent, qui est gentil, qui est le docteur Lépine, qui emploie la douceur, c'est-à-dire que d'abord il le soigne parce qu'il est malade, il a une forme d'infection pulmonaire assez sérieuse, et puis il essaye de le faire parler. Et le pauvre type murmure qu'il s'appelle Anthelme Mangin et qu'il habite Vichy, rue Célastras. Bon, qu'à cela ne tienne, on remplit une fiche et on dit Vichy, on l'envoie à Clermont-Ferrand, l'hôpital psychiatrique de Clermont-Ferrand. Mais renseignements près, il n'existe pas dans Thelme Mangin et à Vichy, il n'y a pas de rue Célastras. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce type-là qui ne retrouvera jamais la mémoire? Alors on met sa photo dans le journal, ça se faisait à l'époque, souvent c'était une façon, il y avait tellement de cas comme ça, de familles qui attendaient désespérément un disparu et qui se raccrochaient à l'idée que peut-être il était amnésique quelque part dans un hôpital loin de chez lui, où personne ne le connaissait. Et effectivement, une dame va se manifester, elle habite Rodez et elle dit d'une façon très, très sûre, c'est mon fils, c'est Madame Mazinck, et puis il y a sa fille Louise Vessette, et les deux femmes sont très douces, très gentilles, elles n'attendent rien, mais elles reconnaissent formellement leur fils qui a disparu. Mais malheureusement, la fiche du soldat disparu, du soldat Mazinck, ne correspond pas, et en particulier il y a 10 cm de différence. Il n'a pas pu retrécir de 10 cm. Anthelme Mangin, on va garder ce nom-là pour le moment, mesure 1,64 m, il a un signe particulier néant, il est châtain, il a un visage rond, les yeux gris-bleu, il y en a des milliers comme lui, des milliers.
Une fois à Clermont, à Rodez, on le transporte donc à Rodez, et là c'est un hôpital psychiatrique très difficile. Il y a 400 places pour les aliénés, mais il y a plus de 600 fous, dont beaucoup d'anciens poilus. Mais Madame Mazinck va venir le voir fidèlement tous les jours. Elle va vendre sa ferme pour se consacrer à cet homme qui n'est pas son fils, mais bon, elle se raccroche à cette idée. Alors on va refaire comme ça une photo dans le journal, dans le Petit Parisien, et là la situation a changé parce qu'on est en 1921 et qu'il est question de la pension. Or il y a beaucoup d'argent à la clé parce qu'avec les années de guerre, pour quelqu'un qui était disparu, mettons en 1914 ou 1915, on est en 21, ça fait beaucoup d'argent. Et alors là, c'est une masse de gens qui reconnaissent évidemment le pauvre Anthelme Mangin. Il y en a même qui viennent du Canada, c'est dire, il y en a qui viennent de Belgique, enfin Rodez est absolument submergé. Il y a plus de 300 personnes finalement qui sont admises parce qu'il y a des gens totalement fantaisistes, y compris une famille noire, enfin bon, n'importe quoi. Et 300 familles vont être autorisées à venir voir le pauvre Anthelme Mangin, qui est d'une douceur angélique, qui se laisse faire, on le déshabille, on le met sur une estrade. Il y a une bonne femme qui dit c'est mon mari, il a une cicatrice sur le sexe, on vérifie, pas de chance, il n'a pas. Enfin bon, tout le monde le reconnaît, lui ne reconnaît personne, et finalement il va rester deux familles sérieuse, enfin plus sérieuse que les autres, une certaine Madame Lucie Lemay qui est de Nantes et qui dit c'est mon mari, on a eu 3 enfants ensemble. Il était représentant en eau minérale et c'est vrai que les eaux minérales il connaissait. Bon, c'est pour ça qu'il peut-être qu'il avait dit Vichy le premier jour. Est-ce que c'était un souvenir bon, et elle va s'accrocher à cette idée, c'est mon mari, Marcel Lemay. Et puis le second qui est sérieux, c'est un certain monsieur Montjoint, qui vient d'une petite ville qui s'appelle Saint-Maur sur Indre et qui dit moi je sais que mon fils était secoué, enfin il avait l'obusite, il était amnésique, mais il a été identifié au départ de Constance, il est monté dans ce train le 31 juillet 1918 et il n'est jamais arrivé, donc c'est probablement lui. C'est probablement lui. Alors on va faire des tests. Le petit frère de celui qui serait Octave Montjoint ne le reconnaît pas dans un premier temps en disant je ne crois pas vraiment que ce soit mon frère. Mais le père tient bon. Il dit si c'est mon fils, il était garçon de café, mais garçon de café à un haut niveau. Il a travaillé à Monaco, il a travaillé à Londres, il parlait un petit peu anglais, il parlait un petit peu allemand. Et puis les eaux minérales, il connaissait par cœur. Forcément, il en servait toute la journée. Et la seule chose, c'est que ce fameux Octave Montjoint s'était cassé la jambe avant la guerre. Il n'y a pas de trace de fracture, mais enfin, les radios étant ce qu'elles sont à l'époque, bon, c'est pas suffisant. Et la justice, et surtout le juge qui s'occupe de l'affaire, va tenter une expérience assez nouvelle. On va emmener celui qui est encore en Anthelme Mangin dans un train, on va l'emmener à Saint-Maur-sur-Indre, et là on va le laisser se débrouiller. On le fait descendre du train et on le regarde ce qu'il fait. Or, alors que d'habitude il est dans la lune, les yeux vides, là il a l'air de reconnaître. Et il sort de la gare sans hésitation, passe devant l'église, la regarde longuement et va direct à ce qui aurait été sa maison natale où son père l'attend. Il s'assied à table et il dit à son père l'église a changé. Et c'est vrai, l'église avait été bombardée et donc il n'y avait plus de clocher. Alors là, évidemment, le juge dit bon, ben maintenant, on sait qui c'est Octave Montjoint, et on le confie à cette famille, et il s'installe donc à Saint-Maur sur Indre. Mais Madame Lemay ne lâche pas, et elle fait appel de ce jugement. Le jugement de 1937 sera confirmé en 1939. Tout va bien, il vit avec sa famille, mais Madame Lemay ne cède toujours pas. Elle va porter le cas en cassation. Mais on est en 1939, le cas va se perdre dans ce qui va quand même se passer en France. Les juges ont vraiment d'autres affaires en tête, donc le procès en cassation n'aura jamais lieu. Donc Octave Montjoint est rétabli dans son identité, la famille touche l'argent, tout va bien. Sauf que, nouveau drame, vraiment ce pauvre homme n'avait pas de chance. Le père Montjoint meurt très rapidement, on ne sait pas trop de quoi.
Et le fils meurt quelques jours après d'un coup de pied de cheval dans le ventre. Et vous savez, un peu comme dans Jeux interdits. Et le pauvre Octave Montjoint se retrouve tout seul dans cette maison. Il ne peut pas vivre seul, il est quand même très abîmé intellectuellement. Qu'est-ce qu'on fait? On est en 1940. Qu'est-ce qu'on fait de ce pauvre type? Eh bien, on l'enferme chez les fous à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et là, c'est un véritable scandale, parce que cet homme qui déjà avait quand même fait la guerre, avait fait son devoir, qui avait vu sa vie exploser, détruite par cette amnésie traumatique, eh bien, on va le laisser mourir de faim, comme des tas et des tas d'internés, d'aliénés à l'hôpital Sainte-Anne de Paris pendant la guerre. Il n'y a pas d'argent, on s'en occupe pas, et il va mourir de dénutrition, vraiment dans l'indifférence la plus générale. Il meurt en 1942, on l'enterre dans une fosse commune à Bagneux, mais en 1948, il y a un de ses anciens amis qui va faire récupérer le corps et le faire enterrer avec son père et son frère à Saint-Maur-sur-Indre. Alors c'est une histoire poignante qui va marquer les esprits. Giraudoux va écrire dans les années 20 Siegfried et les Limousins, où c'est un peu une histoire comme ça de quelqu'un qui a perdu la mémoire et qui recherche son passé. Et puis surtout Anouilh, le voyageur sans bagages, qui va être un grand succès. Et il va y avoir plusieurs films sur ce sujet. Le dernier, eh bien, Anthelme Mangin est joué par Jacques Gamblin. Et c'est une façon de rendre hommage à ce pauvre homme. Nous avons donc le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Pierre Arignon, professeur d'histoire médiévale, spécialiste de Byzance, mais aussi spécialiste de la Russie médiévale, pour nous parler de la civilisation byzantine. Mais auparavant, je voudrais signaler un ouvrage qu'il vient de préfacer, un ouvrage d'Alexandre Volkonsky, Ukraine, la vérité historique. C'est un ouvrage paru aux éditions des Sirtes, qui est un ouvrage ancien, qui date des années 1920, quand il y a eu une première tentative d'indépendance de l'Ukraine, soutenue par l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. Et dans le contexte actuel concernant les destinées de l'Ukraine et les relations entre l'Ukraine et la Russie, je conseille vivement à nos téléspectateurs de se reporter à cet ouvrage, car les analyses qui y sont présentées n'ont pas perdu une ride. Dans le même esprit, je signale également un ouvrage de Xavier Moreau, Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Alors là, c'est un ouvrage tout à fait d'actualité, publié aux éditions du Rocher. Xavier Moreau, Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. C'est une analyse, là aussi, particulièrement utile par les temps qui courent. Et puisque nous parlons de la Russie, je signale également la dernière livraison de la nouvelle revue d'histoire, du mois de septembre-octobre, le numéro 80, avec un dossier 1985-91, la fin de l'illusion soviétique. Vous trouverez d'ailleurs dans ce dossier des articles de Jean-Pierre Arignon que nous recevons aujourd'hui. Alors, Jean-Pierre Arignon, pourquoi parler de la civilisation byzantine en dehors d'un élément d'actualité que je signale aussi? Il va y avoir à Genève très prochainement une exposition dans laquelle seront présentées les collections byzantines qui sont conservées en Suisse et qui sont tout à fait remarquables. Mais fermons cette parenthèse d'actualité. Byzance, en fait, est resté un petit peu pour beaucoup de nos contemporains dans la culture française quelque chose d'assez marginal. Les médiévistes sont surtout consacrés évidemment à l'Occident latin. Les Lumières ont fait à Byzance une bien vilaine réputation, notamment Voltaire. Et le résultat, c'est que aujourd'hui, nous l'expliquiez tout à l'heure, nous
manquons ou nous allons manquer de spécialistes. Nous avons perdu récemment Gilbert Dagron, alors heureusement il en reste, hein, je pense notamment à Jean-Claude Chenet par exemple, hein, mais il y a une véritable interrogation, une véritable inquiétude sur la pérennité des études byzantines en France. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul domaine en matière historiographique où des inquiétudes de ce genre peuvent apparaître. Alors, selon vous, Jean-Pierre Arignon, pourquoi ce manque d'intérêt ou ce défaut d'intérêt pour une civilisation majeure, hein, le monde byzantin, ça dure un millénaire, hein, cet empire romain d'Orient, hein, il va prolonger le mythe romain, le mythe de l'empire jusqu'à la chute de Constantinople sous les coups des Turcs en 1453. Pourquoi ce moment, cette séquence essentielle de l'histoire de l'Europe, puisque Byzance, c'est un empire certes qui s'étend en Asie mineure, pendant un temps également en Orient, mais ça a été essentiellement au fil du temps un empire européen. Eh bien, pourquoi ce défaut d'intérêt pour Byzance selon vous? Alors, selon moi, le mauvais sort qui a été fait à Byzance, comme vous l'avez fort justement dit, est lié à plusieurs éléments. Un premier élément, c'est un élément d'appréciation de l'histoire. On a défini, après la chute de l'Empire romain en 1453, ce qui subsistait en Orient, on l'a qualifié de bas empire. C'est la période du bas empire, et donc l'intérêt a été négatif, et cet intérêt négatif a été porté très longtemps par Voltaire et par d'autres. Et il faut attendre, très curieusement, le milieu du 19e siècle pour que, dans une pièce de théâtre de boulevard, il y ait une expression qui va faire florès, c'est Byzance, qui aujourd'hui est perçue comme le nec plus ultra d'une situation dans laquelle on est amené à participer. Eh bien, il faut attendre le milieu du 19e siècle pour que Byzance retrouve une sorte d'aura, une connotation positive, connotation d'ailleurs qui a été magnifiquement reprise par qui? Eh bien, par les fabricants de parfums, puisqu'il y a un parfum qui s'appelle Byzance, par à haute couture, qui a fait des collections Byzance, et qui montre que on a redonné au monde byzantin une aura qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Alors, l'autre élément qui explique le désamour de Byzance, c'est que l'approche du monde byzantin est difficile. Elle est difficile, pourquoi? Elle est difficile d'abord parce que l'histoire de Byzance s'inscrit dans un héritage français. Le premier byzantiniste français, qui c'est? C'est Louis XIV. Ah bon? C'est Louis XIV qui a acheté tous les manuscrits qui font la gloire de la Bibliothèque de France aujourd'hui, et qui fait que la France est un territoire pour les byzantinistes d'élection, car on peut travailler sur les manuscrits qui sont ici. Alors, le deuxième élément, c'est que l'approche de Byzance implique une bonne connaissance du grec, mais pas du grec classique, du grec byzantin, qui est quand même un grec, disons, évolué. Et surtout, l'approche de cette civilisation doit beaucoup aux études slaves. Et par conséquent, pour essayer de pénétrer au cœur de cette civilisation, vous le voyez, il faut, je dirais, maîtriser 3 espaces linguistiques. Le latin, parce qu'il y a, jusqu'à l'époque de Justinien, le Corpus Juris Civilis est en latin. Le grec, qui va être la langue officielle de l'Empire byzantin, disons dans sa grandeur du Xe, XIe siècle, et le monde slave, dont il est l'ex-croissance, et comme il m'est souvent arrivé de le dire, et bien de même que la France a été considérée comme la fille aînée de l'Église catholique et romaine, et bien la Russie est la fille aînée de Constantinople. Alors je crois qu'on n'a pas précisé que notre ami Jean-Pierre Arignon était un fin linguiste. Je ne sais combien de langues vous parlez, en particulier dans la sphère slave, mais vous êtes professeur de russe ancien aussi, de Alors j'ai traduit, j'ai traduit la chronique russe ancienne, la Povies Vlimenirliet, ce qu'on appelle la chronique des temps passés, et c'est-à-dire cette langue qui donne accès je dirais,
à toute la culture historique, dans ce cas précis du monde russe, mais dans le cas aussi du monde bulgare et du monde serbe. Et donc, il est aujourd'hui très très difficile de s'intéresser au monde byzantin sans pouvoir, je dirais, accéder à la documentation directe, car nombre de ces textes, malheureusement, n'ont pas encore été édités. Oui. Donc il faut travailler sur le manuscrit lui-même, sans parler de traductions qui sont quand même relativement rares. Alors tout ce que vous nous dites apparaît assez inquiétant, parce que la tendance actuelle concernant les langues anciennes, on la connaît, hein, c'est leur disparition programmée grâce à des dirigeants tout à fait irresponsables. Donc la relève évidemment sera difficile à faire monter. On peut toujours apprendre des langues à 20 ans dans le supérieur, mais évidemment le vivier que fournissaient les études anciennes, l'étude des langues antiques à partir du lycée, il risque de se tarir très, très dangereusement. Hein. Tout à fait. Alors, cet empire qu'on va appeler l'empire byzantin, puisque Constantinople a été installé par Constantin au lieu où se dressait l'ancienne colonie grecque de Byzance, hein, à hauteur du Bosphore, cet empire byzantin qui s'étend donc sur 1000 ans, quelles sont en quelques mots les grandes étapes qui scandent son histoire? Comment pourrait-on survoler en quelque sorte ce millénaire pour nos téléspectateurs qui n'ont pas la familiarité avec ce monde-là? Alors je dirais qu'il y a une première phase qui va, disons, de la fondation, 330 si l'on veut, que l'on peut porter jusqu'aux années 730, c'est-à-dire au début du 8e siècle. Cette première phase est dominée par quoi? Elle est dominée par un règne qui est le règne de Justinien. Ce règne de Justinien, 527-555, ce règne de Justinien est tout à fait important. Il est tout à fait important parce qu'il inscrit le monde, disons, la romanité orientale dans une continuité. Une continuité qui se manifeste comment? Elle se manifeste d'abord par le droit. Le corpus juris civilis, ce fameux code de droit qui va être la base même de l'héritage juridique sur lequel le monde occidental va se construire. Et donc, en ce sens-là, nous aussi occidentaux, nous sommes une civilisation d'héritiers. Le deuxième élément qui est important, c'est la reconstitution du Mare Nostrum. Cette reconstitution du Mare Nostrum, d'une unité de la Méditerranée, et qui se traduit par la reconstruction des villes. Toute ville qui était reprise par les troupes de Justinien se voyait immédiatement ouvrir un chantier pour reconstituer quoi? Pour reconstituer les bâtiments de l'église et les bâtiments commerciaux autour de l'agora, qui devient le centre même. Donc une unité de civilisation. Et c'est cela qui est très très important. Jusqu'en 730, il y avait cette unité, c'est l'époque où la monnaie, c'est la monnaie d'or de l'Empire romain, le sou d'or qui est la monnaie dominante d'une part, et c'est l'époque où les évêques de Paris, au VIe siècle par exemple, sont des Syries. Et c'est l'époque où le commerce était si fort. Attendez, là, j'ai pas compris. Des Syriens. Des Syriens. Ah, des Syriens. Des Syriens, disons des gens qui appartenaient à la civilisation orientale, qui animaient le commerce. Et lorsque le roi de Bourgogne vient à Clermont d'Auvergne, futur Clermont-Ferrand, Clermont d'Auvergne, il est accueilli par qui? Il est accueilli par une délégation qui quitte la ville de Clermont d'Auvergne pour chanter sa gloire en latin, en grec et en syriaque. Je crois qu'aujourd'hui, il serait difficile de faire la même opération. Et vous trouviez du vin de Syriens, voilà, et vous trouvez du vin de Gaza à Tours d'une façon
naturel et normal. Incroyable. Ce qui vous montre qu'il y avait là une reconstitution d'une unité que l'on doit à la première partie de l'époque byzantine. Alors la deuxième séquence. Avec la reconquête d'un certain nombre de territoires, il faut le rappeler, en Italie du Sud. Et puis reconquête de l'Italie, reconquête de l'Ifriqiya, la Tunisie, une partie de et l'alliance avec Clovis. Et c'est évidemment toute cet Occident qui retrouve son unité. La rupture va se faire quand? Eh bien, avec l'arrivée du monde musulman, la deuxième phase de l'époque byzantine, c'est une époque très très particulière que l'on appelle dans la langue des historiens la période de l'iconoclasme. Ça commence en 730, ça se termine en 843. Donc vous voyez un peu plus d'un siècle pendant lequel tout le monde, l'Empire byzantin, est totalement tourné vers sa survie. Sa survie parce qu'il est menacé de l'extérieur par des attaques répétitives d'une part des Bulgares qui ne sont pas encore convertis, qui sont païens, et de l'autre part des Arabes qui, eux, ont pour objectif de prendre la ville. Et ils marchent vers la ville, ce qui en grec se dit eis tin polin, ce qui a donné Istanbul. Incroyable. C'est-à-dire que le mot par lequel on va rebaptiser Constantinople est un terme grec, ce qui est assez extraordinaire. Oui, c'est vrai. Car ils allaient eis tin polin. Il fallait reprendre cette ville gardée de Dieu. Alors, donc c'est tout un symbole là-dessus. Alors, pendant cette période de l'iconoclasme, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui est essentiel? Alors, dans l'histoire byzantine, c'est extrêmement important. C'est d'abord le repliement de l'Empire. Là, l'Empire va abandonner, on peut dire, la partie occidentale, la Méditerranée occidentale. L'Empire se recadre sur ce que sont ses fondamentaux. Alors, ces fondamentaux sont quoi? C'est d'abord la maîtrise absolue de la mer Noire. La mer Noire, lac byzantin. Ils vont s'arc-bouter sur cette mer Noire et ils vont la garder et la défendre jusqu'à la 4e croisade, celle qui va détruire l'Empire byzantin lorsqu'il sera conquis par les Vénitiens, vous le savez, en 1204. Alors, c'est un des aspects fondamentaux. Le deuxième élément qui est très important, c'est que l'Empire byzantin va se reconstituer, va s'affirmer autour d'un élément commun, capable de fédérer dans une lutte pour leur survie. Alors l'élément commun, c'est quoi? Eh bien, c'est le signe de la croix. Et ça, c'est très important. Le signe de la croix. L'Empire byzantin est un État chrétien. Et cet État chrétien, depuis le IIIe siècle, avait vu naître toute la Christologie. Tous les conciles œcuméniques, les fameux 7 saints conciles œcuméniques qui se mettent en place de 337 à 787, vous les voyez là, ont lieu en Orient. Et donc c'est en Orient que s'est définie la théologie chrétienne. Mais cette théologie a eu un autre inconvénient, c'est qu'elle a multiplié le culte des icônes. Et c'est très intéressant, car les icônes et le culte de l'icône a eu dans l'Empire des effets extraordinairement négatifs, en ce que chaque village ou chaque région se plaçait sous la protection d'un saint, et lorsque cette protection n'était pas efficace, lorsque le village était détruit par les raids musulmans, c'est qu'ils n'avaient pas choisi le bon saint, c'est que l'icône ne marchait pas. Oui. Et donc ça a eu un effet déstabilisant, ça a eu un effet de décomposition de l'Empire. Et c'est pour ça que de Constantinople et de la volonté de l'empereur Léon III l'Isorien, on va décider de développer une théologie qui repose sur le seul signe des chrétiens, la croix. Le signe de la croix, cette croix qui apporte en même temps la vie et
la victoire. Cette croix, comme dit le psaume, vivifiante et victorieuse. Et donc, la croix devient le symbole même de l'Empire byzantin. C'est à cette époque-là, pour la première fois, que les armées byzantines vont marcher avec sur leurs enseignes la croix du Christ qui doit donner la victoire et la vie. Et donc, c'est autour de la croix que se reconstitue cet ensemble. Cet iconoclasme, vous le voyez, n'est pas, on ne peut pas le réduire à une volonté de déstabiliser le culte des icônes, mais il faut y voir dans l'iconoclasme, je dirais, une vision théologique et politique d'un signe capable de réunir la chrétienté orientale dans un ultime effort pour combattre le monde. Et cet effort a porté ses fruits. Les musulmans vont être rejetés de l'autre côté du mont Taurus, d'une part. Les chrétiens, l'Empire byzantin va reprendre sa marche en avant, sa dynamique, mais il va reprendre sa dynamique en s'appuyant sur quoi? Et ça, c'est très intéressant. Il va s'appuyer sur une reconquête. Et cette reconquête, il va falloir la mener. Et la mener quand? Et c'est la deuxième phase de l'histoire byzantine qui commence à partir de 843, la fête de l'iconoclasme, et qui va, on peut aller jusqu'à 1054, si l'on veut, cette haute, grande période de l'Empire byzantin, qui est celle de la dynastie macédonienne, qui est considérée comme certainement l'apogée, cette fois-ci, du monde byzantin. Et qui voit la reconquête notamment d'une bonne partie de la Syrie. Byzance est à nouveau à l'offensive, mais tout cela va être arrêté par l'irruption des Turcs en Asie mineure. Les Turcs en Asie mineure, d'une part, 1071, et puis les croisades, 1099. Qui ont un effet terrible. Les premières croisades ne vont pas affaiblir véritablement l'Empire byzantin. C'est la quatrième en 1204. Voilà. Qui est un désastre de ce point de vue-là. Alors là, je voudrais simplement sur la période, parce que c'est très important, la période macédonienne, l'apogée de Byzance. Ce qui est très intéressant, c'est que va-t-il se passer? On peut dire que c'est en 843 que j'appellerais Byzance trouve sa véritable définition, sa véritable base civilisationnelle. Alors, sur quoi repose-t-elle? Elle repose sur deux éléments qu'il importe de bien maîtriser. Premier élément, les Byzantins acceptent le double héritage dont ils sont désormais porteurs, à savoir l'héritage hellénique de l'Antiquité et l'héritage chrétien qui ne sont plus contradictoires et qui a constamment créé dans la période antérieure des zones de conflit et d'affrontement. Désormais, Byzance est porteuse d'une vraie civilisation qui repose sur la langue grecque et qui repose sur la foi chrétienne. Et ces deux bases vont lui permettre de se développer. Se développer dans quelle direction? Bien, se développer d'abord dans la péninsule balkanique, où ils vont faire la reconquête de la péninsule balkanique, qui avait été à partir du 7e siècle envahie jusqu'au Péloponnèse par les Slaves, qui s'étaient installés dans les fonds de vallée, les fameuses Sclavinies, et qui développaient leur langue, qui vont être reconquises au cours des 8e, 9e et 10e siècles. Et donc là, il y a une réhellénisation de la péninsule balkanique jusqu'au niveau du lac d'Okride. Et pour la partie ultérieure, eh bien, les Byzantins reconnaissent la légitimité des langues slaves. Et ils vont, pour ce faire, travailler à doter les langues slaves d'un alphabet que ceux-ci n'avaient pas, et ce sont Cyril et Méthode, deux moines, Cyril et Méthode, fils d'un dignitaire de l'Empire byzantin, que l'empereur Michel III sollicite pour doter les Slaves d'un alphabet capable de traduire leur langue. Ainsi va naître, dans les années 860, ce qu'on appelle l'alphabet glagolitique,
Glagolitique. Glagolitique. Ça vient de quel mot? Du mot ça glagol en russe qui signifie le verbe, et c'est l'alphabet glagolitique qui va connaître une expansion importante chez les Bulgares notamment, et dans la grande Bulgarie de l'époque, puisque c'est autour du lac d'Okhrid que cela va permettre la conversion du tsar Boris, qui va prendre le nom de Michel, Boris Michel Bulgarie, qui va entrer dans l'oïkouménée byzantine, c'est-à-dire dans l'espace de civilisation dont les deux piliers sont le patriarche de Constantinople et l'empereur de Constantinople. Eh bien, c'est par cette langue. Et un siècle plus tard, dans les années 950-960, cette fois-ci à Prespa, toujours dans le monde bulgare, mais cette fois-ci beaucoup plus à l'est, va être inventée une autre langue, va être inventé un autre alphabet, l'alphabet cyrillique, cette fois-ci, qui lui va connaître un fantastique développement en direction des Slaves de l'Est, c'est-à-dire des Russes. Les Russes n'ont aucun document en glagolite, ils n'ont des documents qu'en cyrillique. Et donc c'est la partie cyrillique qui va être donnée. Et c'est très, très différent. Ce sont deux alphabets totalement différents et qui sont très intéressants. L'alphabet glagolitique a connu une grande expansion jusqu'au 19e siècle. Chez les Croates, on a retrouvé dans l'île de Krk une machine à écrire avec l'alphabet glagolitique. Et à partir de 91, au moment où va se décomposer, les murs vont tomber, après la guerre de 99-2000 en Yougoslavie, quand la Yougoslavie va se déchirer, eh bien les Croates ont à un moment eu envie de reconstituer, de réutiliser l'alphabet glagolitique. Il est là. Et les manuscrits glagolitiques sont aujourd'hui conservés à beaucoup d'entre eux. Et vous arrivez à lire cet alphabet-là? Alors moi je lis les deux alphabets slaves, le glagolite et le cyrillique. Et le cyrillique, ça sera au contraire celui des Russes. Alors vous voyez que c'est extrêmement important. Alors ce qui est très important, c'est que cette période qui va de 730 à 843 à 1015, qu'est-ce qui c'est cette période? Eh bien c'est cette période qui voit se développer de façon phénoménale l'Empire byzantin, qui va créer un espace politique et religieux unifié autour de Constantinople, du patriarche d'un côté et de l'empereur de l'autre. Et il est intéressant de noter que pour tout le reste de l'histoire de ces régions slaves qui font partie de l'Empire byzantin, beaucoup ont voulu usurper ou le titre impérial, ça a été le cas des Bulgares, ça a été le cas des Serbes, ou le titre patriarcal. Un seul pays, une seule culture n'a jamais revendiqué ni le titre de patriarche, ni le titre impérial, et donc est constamment resté dans l'unité de l'oïkouménée byzantine, c'est la Russie. Ah. La Russie, elle, est toujours restée à l'intérieur de l'espace de l'oïkouménée byzantine. Le premier tsar, Ivan le Terrible, ne sera, vous le savez, couronné tsar qu'en 1547, c'est-à-dire plus d'un siècle après la disparition de Constantinople, et le métropolite de Moscou ne sera fait patriarche encore un peu plus tard. Ce qui s'inscrit dans le contexte de la proclamation de la Russie comme troisième Rome, prenant en compte en quelque sorte la disparition de Constantinople. C'est tout à fait cette logique qui a perduré. Alors elle a perduré et elle s'est développée. Pourquoi? Quelle est la thématique, si vous voulez, de cette idéologie? Moskva triété Rimes et la troisième Rome est debout et de quatrième il n'y aura pas. Alors cette phrase célèbre émane d'un moine du monastère, le moine Philoté du monastère Éléazar de Pskov, qui a été probablement prononcé et envoyé à Vassili III, le père d'Ivan IV. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Ivan III, Ivan le Grand,
comme on l'appelle, Ivan Wieliki, celui qui a véritablement rassemblé les terres russes. C'est pas le terrible. Non, on n'est plus du tout. Non, avant, c'est son grand-père. C'est son grand-père. C'est avant. Et qui va rassembler les terres russes. Eh bien, Ivan III s'était adressé à Constantinople. Et pour demander l'accession notamment d'un patriarcat. Et on lui avait dit, mais tant qu'il y a le patriarche de Constantinople, vous n'avez pas besoin d'un patriarche, et tant qu'il y a un empereur, vous n'avez pas besoin d'un empereur. Et on avait arrêté le débat. Mais cette idée, qui est très importante, et c'est là qu'il faut bien comprendre le problème, c'est que pour les orthodoxes, et pour le monde chrétien oriental, il ne peut pas y avoir d'église sans un pouvoir politique. Et que le bien commun, le koinon agathon, qui doit être dispensé aux populations dont on a la charge, ce koinon agathon repose sur quoi? Il repose sur la capacité des deux pouvoirs à s'exprimer d'une même voix. Le politique et le religieux. Et comment obtient-on à cette discussion? Eh bien, par un problème simple, on y arrive par l'oikonomia, c'est-à-dire par le dialogue. Et donc, dans cette logique, vous le voyez, le bien commun repose sur l'alliance sans confusion du politique et du religieux, qui doivent contribuer l'un et l'autre à donner à chacun sa place dans la société pour le bien commun auquel doit tendre le politique et auquel doit conduire le religieux. Ce qui donne une toute autre définition, vous le comprenez, de la laïcité. Voilà, oui, nous sommes là dans l'héritage du césaropapisme byzantin. Merci Jean-Pierre Aragnon pour ces éclairages. Une toute petite pensée pour Jean Ferré, que nos auditeurs connaissaient bien, créateur de Radio Courtoisie, qui était né un 29 mai, et qui est la chute, la date évidemment, la chute de Constantinople, et il disait toujours qu'il était né un jour terrible pour la civilisation. Voilà, on est d'accord. Merci chers amis, merci Jean-Pierre Aragnon.